Bonjour, je suis le conteur du village. Aujourd'hui, je vais vous parler de gens et de lieux où se trouve de nos jours l'emplacement du nouveau parc L'Anse au Rivard. Nous sommes à quelques jets de pierre de l'église. En réalité, on se trouve au cœur commercial du village Sainte-Geneviève. À une époque, il y avait bien de la mouvance. C'est dans les alentours d'ici que se trouvaient le barbier Midas, les magasins généraux, les épiceries, les boucheries et le reste. L'Anse fait référence au petit bout de rue nous menant du chemin principal à la rivière des Prairies. C'est l'une des rues que l'on identifie comme étant des chemins de bâche qui permettaient dans ce temps-là aux gens de l'île Bizarre et de Sainte-Geneviève d'y accoster et d'y partir pour se rendre d'un bord et de l'autre des deux rives. Aussi, ça permet d'aller à la rivière pour avoir de l'eau en cas de feu. Ce chemin est apparu dans le paysage au début du 19e siècle. Au fil des années, il fut appelé le chemin de la Corporation, la ruelle à Lefebvre, en référence au curé Louis-Marie Lefebvre qui occupe la cure de 1828 à 1872. Et finalement, on adopte le nom de la rue de l'Anse en référence à la bordure de la rivière. L'hiver, on passait par là pour aller faire de la glace sur la rivière. On entreposait la glace dans le Brenty, dans des grosses glacières, pour la conserver. Pour sa part, le nom Rivard fait référence à la famille du même nom. Les Rivards laissent leur marque dans le secteur, puisque le jeune Joseph Rivard, en provenance de Great Falls, dans les États, il ouvre son magasin général à la fin du 19e siècle, au coin de la rue Saint-Joseph et du boulevard Gouin. Il se marie une première fois en 1890 avec Emma Richer. Les enfants de cette première union, Alma et Adrien, atteignent l'âge adulte. En deuxième noce, il épouse Marie-Louise Lantier au mois de mars 1897. Du deuxième lit, 4 enfants naissent, dont Zotique en 1901. Ce dernier prend la relève au magasin à l'âge de 18 ans à la suite du décès de son père prématurément. Il devient donc le soutien de famille. Pour sa part, Joseph Albert Adrien entreprend ses études secondaires à l'âge de 12 ans au Juvénat des Frères de Sainte-Croix à Côte-des-Neiges. De 1905 à 1906, il est l'assistant du frère André, portier au collège Notre-Dame et fondateur de l'oratoire Saint-Joseph. En 1906, il revient dans son village natal, Sainte-Geneviève, et il entra au noviciat des Frères de Sainte-Croix, où se trouve de nos jours le cégep Gérald Godin. Il opte donc pour la vie religieuse sous le nom du frère Adrien, malgré l'objection de sa mère, à cause de son jeune âge. De 1923 à 1931, il enseigne à l'école Baudet de Ville-Saint-Laurent. Pendant cette période, il est nommé vice-président de la Société canadienne d'histoire naturelle, présidée par son ami et collaborateur, le frère Marie-Victorin, instigateur du Jardin botanique de Montréal. Inspiré par ce maître, le frère Adrien s'initie à la botanique et fait de l'herborisation avec ses élèves plutôt. L'expérience l'amène en 1931 à proposer de fonder des cercles de nature dans la plupart des maisons d'enseignement pour les garçons et pour les filles. L'idée est approuvée. Il devient directeur des cercles des jeunes naturalistes de 1931 à 1947. Son œuvre lui a survécu jusqu'à nos jours. Le frère Adrien cultive aussi d'autres passions telles que l'architecture paysagiste, l'organisation d'expositions, les voyages d'exploration, la philatélie et la photographie.
Après cette brillante carrière, il s'éteint malheureusement au Collège Notre-Dame de Montréal en 1969 à l'âge de 79 ans. Revenons à son demi-frère Zotique pour vous dire qu'il a l'audace de se présenter à l'âge de 24 ans à titre de maire de la municipalité du village. Il gagne ces élections. Il occupe donc la mairie de 1925 à 1930. Il se trouve à un moment donné à la table des marguilliers de la paroisse Sainte-Geneviève. Zotique est un pêcheur hors pair. En 1948, dans le cadre d'une pêche organisée pour une recherche scientifique sur le masquinongé, le journal de Trois-Rivières, Le Bien public, le déclare champion des pêcheurs au Québec. Je cite le journal. Le champion des pêcheurs de masquinongé dans le Québec semble, sans contredit, être M. Zotique Rivard, un marchand de Sainte-Geneviève, qui a capturé 25 de ces géants de nos eaux, tous dans le lac des Deux-Montagnes. Je ferme la parenthèse. Je peux vous dire qu'il en avait quelques-uns d'exposés sur les murs intérieurs de son commerce. C'était impressionnant à voir. Aujourd'hui, je veux en profiter pour vous jaser un brin de ce petit bout de village. Comme plusieurs d'entre vous, vous avez vécu votre jeunesse par ici, ben, je suis un peu nostalgique de cette autrefois. Plusieurs familles, au fil des années, y ont laissé leurs traces où se trouve l'emplacement du parc L'Anse-aux-Rivards. Pour en nommer quelques-unes, il y a encore de nos jours la coquette maison où le tailleur Charles Lavigne y confectionnait des habits et des manteaux à partir de retailles de vieux vêtements. À vrai dire, on dirait de nos jours qu'il faisait de la récupération, mais dans le temps, on disait que les gens économisaient leur scène. Tournons-nous vers la droite de la rue de Lens, où se trouve la grosse maison de briques rouges des notaires cardinals, soit celle du père Joseph-Émilien et du fils Émile. Selon les recherches dans les vieux papiers, cette maison aurait été construite dans les alentours de 1885-1887. Ce n'est pas clair pantoute parce que le vieux griffonnage nous embrouille un brin. Mais bon, au moins, ça nous statue dans le temps. On note dans les documents que le terrain est cédé en 1792 par les seigneurs de l'île de Montréal, les Sulpiciens, à la fabrique de la paroisse Sainte-Geneviève. Je vous précise que la paroisse a ouvert ses registres le 1er janvier 1741. À venir jusque-là, on dépendait de la grosse paroisse Notre-Dame de Ville-Marie ou de Montréal. Le Conseil des Marguilliers, sous la présidence du curé Fabien Perrault, autorise la vente d'une partie du terrain de la fabrique en 1875 au bourgeois François Goyer, à la condition qu'il y bâtisse une maison dans les 6 années à venir. Par la suite, l'emplacement passe aux mains du jeune docteur Daniel Ladouceur en 1893, qui prend la même année pour épouse Albina Charbonneau. En 1903, Alphonse Pilon prend possession des lieux pour y exploiter un hôtel dans la grande maison. Les commis voyageurs et les villégiateurs sont les clients assidus qui apprécient les lieux pour la tranquillité, l'environnement bucolique et les merveilleux couchers du soleil sur la rivière des Prairies. Plusieurs chaloupes déposées sur le bord de la grève sont mises à la disposition au grand plaisir de la clientèle. Malheureusement, des difficultés financières mettent fin
à l'entreprise. Par défaut de paiement, l'immeuble est remis par le shérif Thibodeau au docteur Daniel Ladouceur en 1908. Ce dernier est déjà propriétaire de la résidence qui deviendra, avec le temps, la maison du gars, située à l'est de l'église. Ce n'est que 3 ans plus tard, soit en 1911, qu'Aurel Legault acquiert la propriété, durant l'année scolaire de 1913-14, des locaux de la maison servent de classe aux garçons du village. Le président de la commission scolaire numéro 1, celle du village, Anselme Laframboise, autorise la location de locaux ici et là jusqu'à la construction d'une école neuve à l'extrémité ouest du village. C'est en 1920 que le notaire Joseph-Émilien Cardinal, marié à Dora Martin, prend possession de l'immeuble pour y installer son bureau et aussi sa famille. Au fil des années, la maison connaît des transformations afin de faire de la place pour loger le bureau de son fils, Émile, qui obtient sa licence en droit en 1951. Dans les années 60, une annexe s'y ajoute du côté est, en bordure du magasin Sexton, dans le but d'y installer le couple formé d'Émile et de Denise. En 1968, Émile hérite de l'immeuble. Il ne s'en est départi qu'en 2003. Par la suite, il aménage à Roxborough dans un immeuble qu'il possède déjà. Finalement, la maison de la famille Cardinal tombe sur le pic des démolisseurs en 2007. Voici quelques notes biographiques que j'ajoute en rapport au vieux notaire Cardinal. Joseph-Émilien Cardinal, natif de l'île Bizarre en 1890, est assermenté à titre de notaire en 1915. Il pratique sa profession pendant une cinquantaine d'années. Il signe plus de 3000 actes notariés. Il détient le greffe du notaire Joseph Adéodat Choret, entre autres. Il est le propriétaire fondateur de la célèbre plage Pointe-aux-Carrières à l'île Bizarre, sur les abords du lac des Deux Montagnes. Entre 1930 et 1943, le notaire Joseph-Émilien Cardinal occupe le poste de secrétaire trésorier à la municipalité du village et à la municipalité de la paroisse de Sainte-Geneviève. Il occupe aussi des fonctions similaires auprès de 2 commissions scolaires, ainsi qu'à la fabrique de la paroisse Sainte-Geneviève, en plus d'en être le syndic de cette dernière institution. Joseph-Émilien Cardinal décède en 1967, l'année de l'Expo universelle, à l'âge de 76 ans. Son épouse Dora lui survivra jusqu'en 2006. Pour sa part, son fils, Émile, lui succède jusqu'à sa retraite personnelle en décembre 2001. Il dépose son greffe de 8702 minutes à la Cour supérieure de Montréal le 30 janvier 2002. Il faut dire qu'à l'époque d'Émile, nous passons de l'ère de l'agriculture à celle de l'urbanisation du territoire. Émile est un des 38 fondateurs de la Caisse populaire Sainte-Geneviève de Pierrefonds, initiée par le curé Jean Bertrand. Émile Cardinal s'éteint paisiblement le 22 mai 2012 à l'âge de 84 ans. Poursuivons notre marche sur le boulevard Gouin. La prochaine maison, recouverte de déclins de bois avec une large galerie, soit celle d'un dénommé Lauzon, où Aimé Sexton, marié à André Bouchard, y installe son magasin de meubles. Un samedi soir, à l'automne 1952, il ouvre 2 ou 3 de ses téléviseurs dans sa petite vitrine pour la première transmission de la soirée du hockey en noir et blanc avec 3 caméras du match opposant les Canadiens de Montréal et les Red Wings de Détroit.
Le bâtiment a disparu sous le pic des démolisseurs en 2019. Tiens, la maison du tailleur Jean-Marie Gratton, dont l'épouse Luce Grignon, il pratique son métier de couturière pour la confection de vêtements avec l'aide de Charles Lavigne, qui habite à quelques pas de là. On en a parlé tout à l'heure. Monsieur Gratton, il exploite plutôt sa mercerie entre 1913 et 1928. Une des clientes est Madame Ada Hélène Garnon, veuve du notaire Chauret. Au fil des années, la maison passe aux mains du barbier Louis-Jacques, dont il loue une partie pour le restaurant chez Paul, à l'homme d'affaires Paul Valade. Il occupe la partie où s'y trouvait auparavant le restaurant, la table de poule et la machine à sous, exploitée à l'époque par M. Jacques. Un petit mot sur Paul Valade. C'était un homme d'idées avant-gardistes, puisqu'il est le promoteur, de 1941 à 1945, de son plan pour la construction d'un métro pour la ville de Montréal. Il s'était avancé jusqu'à promouvoir l'usage d'escaliers de trottoirs mobiles en partance du carré Victoria, de la place d'Armes et du Champ de Mars, qui aurait conduit les voyageurs jusqu'aux stations de métro sous la rue Dorchester. C'est ce qui est relaté, du moins dans le journal La Patrie du mois de novembre 1959. Revenons à notre histoire locale. Du temps de chez Paul, on pouvait y déguster un bon hamburger avec un cola glacé. C'était un des lieux de prédilection des gens du coin. La servante, Marie-Marthe Loca, nous recevait la clientèle toujours avec son beau sourire. Malheureusement, l'emplacement passe au feu dans les années 1950. M. Louis-Jacques reconstruit plus petit, mais cette fois en briques, tout en conservant son salon de barbier et une salle de divertissement. Pour sa part, M. Valade profite de l'occasion pour relocaliser son restaurant au coin du boulevard Gouin et de la rue Rive-Boisée. Aujourd'hui, le commerce a changé de vocation, mais il existe sous le nom Le Bar chez Paul. Nous sommes rendus à la maison voisine du magasin général de la famille Rivard. Elle appartient à Zotique qui la loue, entre autres, à Maurice Chauret, fils d'Armand, et d'Albéa Blais. Avec le temps, c'est Jean, le fils de Zotique, qui y habite avec son épouse Monique Brochu. La petite maison disparaît pour faire place au stationnement de la Caisse populaire de Sainte-Geneviève de Pierrefonds. Nous voilà rendus au magasin Rivard. Un petit rappel pour vous dire qu'en 1965, la Caisse populaire acquiert le magasin général de Zotique Rivard, tout en laissant au couple le privilège d'habiter leur logis comme dans le bon vieux temps. Le service à la clientèle de la Caisse est amélioré. Les heures d'ouverture s'étendent maintenant de 10 heures à 15 heures, du lundi au vendredi. En février 1972, un incendie détruit ce patrimoine exceptionnel. Madame Rivard décède à l'hôpital quelques jours plus tard des suites des brûlures qu'elle s'était infligées lors du sinistre. Quelques mois plus tard, l'entrepreneur André Labrosse entreprend la construction du nouvel édifice aux lignes modernes. L'ouverture officielle le 15 août 1973 est un succès. Plus de 800 sociétaires sont présents pour marquer cet heureux événement. Un mot sur la maison québécoise en bordure des rues du Moulin et Saint-Joseph. Trefflé Théoret, marié à Mathilde Claude, cette dernière est descendante de la famille ayant participé au transport des cages, l'habite avant de passer aux mains de la famille de Marcel Primo, chauffeur de taxi pendant des années.
Cette maison est témoin, entre 1844 et 1880, du passage des cultivateurs qui se rendent au moulin à vent, perché sur la pointe la plus élevée du village, qui tournaient ses grandes palmes à tout vent pour faire moudre leurs grains. L'entreprise n'étant pas rentable est abandonnée par son promoteur, le docteur John Lewis Forbes. Maintenant, je vous entraîne sur l'idée maîtresse ayant donné naissance au projet du parc. Alors, selon le groupe Espace Vie Architecture de Paysage, le parc lance au Rivard, au cœur villageois de l'ancien village de Sainte-Geneviève, présente un lieu hautement significatif sur le plan patrimonial. Il s'inscrit donc dans l'histoire de l'ancien fort Sainte-Geneviève, implanté le long de la rivière des Prairies, bordé d'une anse qui protège des courants de la rivière. Le site symbolise le choix de l'établissement du fort au XVIIe siècle et du noyau paroissial au XVIIIe. Il devient ainsi un lieu de mémoire, un espace verdoyant, habitable et confortable. Ce projet permet de faire l'expérience de déambulation d'un ancien village montréalais remontant à la colonie française et traversant des paysages naturels anciens et contemporains le long de la rivière des Prairies. Connu pour être un lieu d'arrêt et d'amarrage pour les embarcations du 18e et 20e siècle, dont entre autres les vaillants cageux. Le parc L'Anse au Rivard se retrouve cette vocation en bordure de la rive. Un sentier nous mène à la rivière et au parc Georges-Cardinal. En référence au cageux, la placette rectangulaire au cœur du parc a la forme et la matérialité des cages descendues sur la rivière des Outaouais et des Prairies et en provenance de Gatineau pour se diriger vers Québec. On s'imagine être un cageux sur la rivière. L'utilisation des pièces de bois dans le style Écari nous rappelle les billots constituant les immenses cages qui pouvaient atteindre jusqu'à un demi-mille de long. Si on retourne un instant dans le temps, en consultant la carte Lopkins de 1879, soit 141 ans en arrière, nous constatons que le bout du village dont nous parlons aujourd'hui est en réalité le cœur ou son centre-ville. En 1879, sur la rue Saint-Joseph, la rue du Moulin et du boulevard Rouen, entre la rue de l'Anse et le haut de la côte, nous y comptons une trentaine de maisons. À l'ouest de l'église, jusqu'à la rue Barbeau, il y a une quinzaine d'habitations. Et encore plus à l'ouest, nous observons qu'il y a environ 20 maisons entre la rue de la plage Riviera et le boulevard Saint-Charles, le reste étant la campagne. Nous espérons vous avoir raconté un brin de l'histoire du bout, tout en vous invitant à vous approprier cet espace où la tranquillité et la musique de l'eau vous feront voyager dans le temps. Sur ce, à la revoyure.